commencer par rappeler qu'en Égypte antique, eh bien, le supérieur des mystères portait un masque. Et c'est ce masque que vous avez ici à l'image. C'était un masque que portait celui qu'on appelle le supérieur des mystères en égyptologie, qui est une traduction, disons, on peut le comprendre, de cette graphie, qui est parfois lue Ker Shesheta. C'est comme ça que les égyptologues lisent cette graphie, qu'on traduira donc supérieur des mystères. C'est un mot composé, on va le voir tout à l'heure. Mais j'ai souhaité commencer par vous présenter dans ce masque, hein. C'est un artefact qui vient de la vallée du Nil. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir considérer. Et le supérieur du mystère portait un masque. Donc, je l'ai dit, c'est un mot composé. On va maintenir les perspectives égyptologiques pour être clair, disons, pour être simple. Un mot composé de deux mots. Donc, d'un côté, on va traduire par supérieur, si on veut, et puis de l'autre côté, par mystère. Et l'analyse va essentiellement porter sur la notion de mystère, puisque c'est celle-là qui caractérise précisément la tutelle, celui qu'on va appeler Anubis aujourd'hui, je l'ai dit par commodité. D'accord? Faut bien comprendre donc cette notion de mystère, à quoi ceci renvoie. Parce que c'est toute la tradition ésotérique des anciens Égyptiens, c'est-à-dire des Soudanais, qui roule autour de ce thème. Quand je dis ésotérique, ça veut dire en fait quelque chose, c'est l'essentiel de ce qui est en gestation, parce que ce qui est vu n'est que la manifestation de ce qui est caché. Donc quand vous voyez les manifestations de la civilisation apparente, sachez que tout cela est codifié dans le monde invisible, caché qu'on appelle l'ésotérisme. On pourrait aussi dire l'occultisme, mais le terme occulte a souvent un aspect, enfin en français, une connotation peut-être un peu péjorative, bon, qu'on peut éviter si on comprend que occulte veut simplement dire ce qui n'est pas mis au jour, hein, c'est ça. Voilà. Donc, la graphie pour mystère, hein, elle a plusieurs variantes, hein. Vous avez la graphie, je l'ai encerclée ici. C'est celle-là que nous allons étudier dans un premier temps. La graphie pour mystère a plusieurs variantes. Ces deux graphies suffisent pour l'analyse du jour. Vous avez d'un côté le sens secret, rendre secret et mystère. C'est une variante de la graphie qui paraît dans le thème Ker Secheta, conventionnellement lu de cette façon. Et vous avez également mystérieux, caché, secret. Ok, ce sont les mêmes mots. On peut considérer que ce sont bon, ce sont pas des mots différents. En réalité, je sais que en le disant, cela ne devrait pas poser de préoccupation particulière car vous commencez à avoir l'habitude d'observer quand même les graphies. Donc, c'est pas parce que c'est écrit différemment que ce sont des mots différents. Il faut porter une attention spécifique sur le signe directeur, etc. Bon, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Donc, c'est ce que nous allons analyser, la notion de mystère en égyptien pharaonique. Nous allons commencer par là. La première chose qu'il faut faire, et parce que je vais faire un exercice analytique, c'est-à-dire la méthode Kuma en abrégé, d'accord, pour vous montrer que, bon, les égyptologues se contentent de dire Kersheshita, ce qui est déjà très bien, hein, parce que, comme j'ai toujours dit, on fait avec les moyens dont on dispose, on peut pas faire plus. Mais vous verrez que bon, c'est assez superficiel. Ça ne dit pas non plus en quoi Anubis, entre guillemets, est intéressé par les mystères. On ne va jamais dans ce détail réellement. Et il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de l'ésotérisme égyptien. Vous savez, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix en font un discours permanent, ce qui fausse parfois la compréhension du tout venant. Parce que le tout venant pense que l'Égypte antique a quelque chose à voir avec la franc-maçonnerie, parce que les francs-maçons en ont fait un objet d'étude particulier. Bon, mais il suffit de consulter quelques ouvrages maçonniques pour comprendre que bon, ils sont dans l'égyptophilie. Voilà, c'est pas vraiment on n'est pas vraiment dans la profondeur, bien que il y ait quand même de ce point de vue des analyses qui peuvent être pertinentes, philosophiques j'entends, puisque l'esprit humain peut être producteur de sciences et de connaissances, mais il n'y a pas de relation immédiate avec l'Égypte pharaonique, hein, même si les thèmes sont revendiqués, l'œil, toutes ces choses. Il faut bien savoir que il y a beaucoup de folklore de ce point de vue-là. Bon, de toute façon, je pense que euh, vous saurez le reconnaître si ce sont des questions qui vous intéressent. Donc, on va commencer par
observer ce qu'on appelle des homographes, ce qui va nous faciliter la vie. Je vous ai dit souvent, quand vous faites une analyse, en fait, vous devez partir du connu vers l'inconnu. Notre problème aujourd'hui, c'est la notion de mystère en égyptien pharaonique. D'accord? C'est une graphie. Or, le mot mystère en égyptien pharaonique, du point de vue graphique, possède ce qu'on appelle des homographes, c'est-à-dire des graphies qui s'écrivent de la même façon, mais qui n'ont pas le même sens. Donc, si je résous la question des homographes, je suis en train de résoudre la question qui me préoccupe en fait. Parce que je sais que les homographes produisent des homophones. Donc j'aurai au moins le vrai mot. Ça, c'est sûr. Ensuite, à moi de faire la recherche au sein des langues soudanaises maintenant pour comprendre à quoi ceci renvoie. Mais, dans un premier temps, l'exercice consiste bien sûr à identifier ce qu'on appelle des homographes. Et les dictionnaires sont là naturellement pour vous aider. Souvent, c'est même à la même page. Vous allez avoir un thème que vous analysez et ces homographes vont suivre. Et vous verrez que dans les langues soudanaises, parce que l'égyptien ancien, c'est une langue soudanaise, eh bien vous allez voir que c'est la même chose. Dans les dictionnaires mandingues, etc., vous allez voir le mot, vous allez voir ces homophones ou ces homonymes ensuite. Bon, pour ce qui nous occupe ici, c'est la graphie qui rencontre la notion de mystère et son homographe qu'on traduit par croisement de veines. D'accord? Croisement de veines. Et si vous observez les graphies, je vous prie d'être attentif. Sachez que c'est ce qu'on appelle des homographes. Je n'irai pas dans le détail pour vous expliquer pourquoi. Je crois que vous pouvez le reconnaître. Hein. C'est facile. C'est les mêmes signes. Ce qui change, c'est le déterminatif. Donc, en haut, j'ai la notion de mystère. En bas, on traduit par croisement de veines. D'accord? Bon. Il se trouve que cette graphie ici, qui est traduite croisement de veines, ce n'est pas un mystère parce qu'il suffit de connaître les langues soudanaises pour comprendre de quel mot il s'agit. D'accord? Le groupe là, qui est translittéré quelque chose comme Sétiu, ça c'est la lecture conventionnelle en égyptologie, croisement de veines, elle lui parle Bambara Sira, c'est sûr. Dans les expressions, par exemple, Joli Sira, qui traduit vaisseau sanguin, ou Joli Segin Sira, qu'on traduit par veine. Ça veut dire littéralement le chemin du sang. C'est comme ça que le Bambara, le Malinké, les langues soudanaises en général, appellent les vaisseaux sanguins ou les veines. Donc en Bambara, Joli Sira traduit sans, littéralement sans chemin. Donc autrement dit, le chemin du sang. Tandis que Joli Segin Sira est sans revenir chemin pour signifier veine. Donc parce que vous savez que le sang tourne dans le corps. Donc c'est une traduction, j'allais dire, imagée de ce que c'est que des vaisseaux sanguins ou des veines. J'espère que chacun comprend pourquoi les langues solanaises utilisent cette stratégie. Ce n'est pas compliqué. La veine, c'est le chemin du sang. Donc, le dictionnaire mandingue de Maurice Delafosse présente donc des variantes parce que vous devez donc savoir que ce mot, en fait, sira, ça signifie chemin, sentier, route, voie, mais aussi loi, doctrine, méthode, enseignement donné à quelqu'un. Et dans le registre de la religion, c'est la conduite à suivre. Donc, c'est pas seulement le chemin littéral que vous pouvez emprunter chaque jour quand vous vous rendez à un point, d'un point A à un point B, mais c'est aussi d'un point de vue, j'allais dire philosophique ou religieux, le droit chemin. Hein, en bambara, vous devez vraiment le savoir. Donc, ce mot-ci que les égyptologues traduisent par croisement de veine, c'est le nom de la veine en général, bien sûr, on peut le comprendre, mais sauf que les langues soudanaises traduisent veine par chemin, le chemin du sang. D'accord? Donc, on sait que le mot, c'est sira, sila, sita ou siya, qui signifie sentier, chemin, route, voie, mais aussi loi, doctrine, méthode, enseignement donné à quelqu'un. J'espère que jusqu'ici, les choses sont claires. Donc, je prends un second tomographe pour la vérification, pour savoir si je suis en train de m'égarer ou si je suis précisément sur le droit chemin. Parce que vous devez savoir que c'est en multipliant les exercices hein, de comparaison, de vérification, que vous allez éliminer le hasard. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est ça. Le scribe égyptien vous présente un autre homographe. Il s'agit du nom de la tortue. C'est un homographe du thème des veines. Comme vous le voyez ici, notamment à droite, vous avez en haut croisement de veines, en bas tortue. Ce qui change, c'est le déterminatif. J'espère que chacun le voit. D'accord? Mais ça veut dire que, puisque je sais que les mêmes signes produisent les mêmes sons, je sais que c'est le même mot. Donc, si je sais qu'en haut,
le mot est sira, vous verrez tout de suite apparaître le nom de la tortue dans le dictionnaire mandingue. Je prends seulement le dictionnaire de Delafosse. Delafosse dit sira, sila, sita, sia, sentier, chemin, route, voie, loi, doctrine, méthode, enseignement donné à quelqu'un. Et dans le même dictionnaire, sira, sila, sura, sora ou sita, tortue, dans les langues mandingues. C'est pour cette raison que vous avez donc des homographes dans le système hiéroglyphique, ce qui prouve que cette langue, si c'est du mandingue, c'est du malinké en fait. Vraiment, c'est c'est une conclusion à laquelle vous devez savoir parvenir par l'expérience des analyses. Vous le verrez à chaque occasion que, à un moment donné, bon, il faut juste se rendre compte à l'évidence. Parce que dans les langues sémitiques, ceci n'est pas possible. Je ne vais pas le redire ici parce que je pense que vous êtes suffisamment instruit sur ces questions. Mais vous savez qu'il y a eu une prétention à un moment donné concernant l'Égyptien pharaonique, prétendait que c'était une langue sémitique. Bon, ouais. Faites donc ce genre d'exercice. Essayez donc avec l'arabe, l'hébreu, je sais pas, vous n'y parviendrez pas. Ça montre qu'il y a un problème au niveau des correspondances, parce que les mêmes signes, je l'ai dit, produisent les mêmes sons. Donc, en égyptien pharaonique, on se rend compte que, bien sûr, les veines, ou si vous voulez, croisement de veines, mais en fait, ce sont les veines, s'appellent comme la tortue, ce qui est vrai dans les langues soudanaises. Sira, c'est la tortue. Sira, c'est le chemin, c'est le sentier. On dit Joli Sira pour dire la veine. D'accord? Bon. Je vais revenir sur la figure de la tortue car elle est fondamentale. Parce que vous devez savoir que nous sommes déjà ici dans le thème des mystères, même si vous ne le savez pas encore. Sachez que les mots ne sont jamais vains. Et quand on parle du sang, on vous présente comme ça des homographes en relation avec la notion de mystère. Sachez que les ancêtres qui produisent ces systèmes savent exactement les liens qui subsistent entre ces images, ces figures. Donc ne prenez jamais pour euh, hasard des relations de cette nature. Ça n'existe pas, le hasard. Hein, vous devez vraiment le savoir. C'est la raison pour laquelle j'ai encercle ici le nom de la tortue, parce que pour vous prouver que ce que j'ai dit est vrai, c'est-à-dire que les mots ne sont jamais vains, et vous verrez donc le rôle de la tortue dans les mystères, ben vous comprendrez pourquoi son nom est ici en relation avec la notion de mystère qui nous préoccupe en fait, parce que ce ne sont là que des homographes du thème qui constituent en fait l'analyse du jour, c'est-à-dire la notion de mystère. Et quand on va dans les langues mandingues, je prends ici l'exemple du mandinka, Sira signifie mystère. On dit Sirakan, la langue des mystères. C'est la langue que parlent les initiés. Bon, aujourd'hui, elle est méconnue, quasiment éteinte, parce que c'est une tradition, malheureusement, qui est, euh, j'allais dire, un peu ostracisée du fait de l'islam. Hein. Je ne vous apprends rien. Mais en mandinka, pour ne citer que le mandinka, c'est cela. Sira signifie mystère. Naturellement, à côté de cela, il y a un élément qui va apparaître tout aussi rapidement, c'est le cuivre, parce que c'est le nom du cuivre. Hein. Soura, Soula, Sira, Sila, c'est le nom du cuivre. Cuivre en général, cuivre rouge, ornement ou pendeloque en cuivre. Le même auteur, c'est-à-dire de la fosse signale le Samo, hein, du côté du Burkina Faso, Sila, cuivre, Banziri, Soli, c'est le cuivre, Senufo, Sira, le cuivre, Bambara, bien sûr, Zira, Sira, Sira, c'est le cuivre, Bozo, Sita, c'est le cuivre, Malinké, on dit Sira ou Sila, c'est le cuivre, en Djalonké, Sila, c'est le cuivre. D'accord? Je ne vais pas déviser sur le cuivre, mais déjà, vous reconnaîtrez la tutelle de celui qu'on va appeler Seth. Parce que le cuivre, c'est un métal qui est intrinsèquement lié à la rousseur, aussi si ce n'est à l'albinisme. Hein. Vous devez le savoir. Le cuivre, c'est le métal consacré au principe de gémelléité. Hein. Mais vous savez que l'albinos est le produit d'une gémelléité contrariée. Donc, il est extrinsèquement lié. C'est pour cette raison qu'on sait que les mystères, c'est Seth. Hein. Et c'est son nom-là, Sira Sita, même si je ne le dis pas. Parce que la structure phonétique déjà l'annonce, c'est son nom, Sita. Hein, c'est ça parce que vous devez savoir que par la relation des homophones, les mots ne sont jamais vains. Même si je me répète, j'aimerais que vous en ayez vraiment la, la, la- la certitude. Parce que je sais qu'on ne fait pas toujours de ces rapports parce on ne le voit pas toujours. OK? Bon, je ne vais pas parler aujourd'hui du cuivre dans le détail parce que ce n'est pas nécessaire.
Mais je voulais premièrement attirer votre attention sur le fait que les mystères sont fondamentalement liés au cuivre. Le cuivre, c'est le métal qui est censé couler dans les eaux primitives, dans les traditions subsahariennes. Pharaon, c'est-à-dire euh, l'équivalent, je dirais, d'Osiris, au Mandé, a, est réputé être mi-cuivre, mi-albinos, mais il est représenté noir de jet. Hein. Ça, c'est c'est une particularité sur laquelle on ne va pas non plus insister aujourd'hui. D'accord? Mais je vous dis, quand on parle de Pharaon et qu'on parle du corps de Pharaon, on dit que Pharaon est mi-cuivre, mi-albinos. En fait, on insiste sur les mystères parce qu'en fait, son corps, ce sont les mystères. Le corps d'Osiris, ce sont les mystères, c'est les sciences. Hein, c'est ça. Hein, c'est de là que procède par ailleurs l'alchimie, bon, pour ne parler que de ça. La chose maintenant qui est importante, c'est qu'il existe dans le Komo, qui est l'ordre initiatique masculin chez les Mandingues, un signe que je vous présente ici. Ce signe est appelé Zira, qui signifie cuivre. Je présente le signe. C'est un signe traditionnel soudanais, mandingue. D'accord? Dans le Komo, qui est un ordre initiatique masculin chez les Malinké, les Bambara. D'accord? Et quand il trace ce signe que je présente ici, il l'appelle Zira ou Sira, si vous voulez, c'est le même mot, qui signifie cuivre. D'accord? Bon. Sauf que ce signe-là, c'est un hiéroglyphe égyptien. Ce qui montre aussi, qui prouve d'une certaine manière la continuité de cette tradition. Parce que si les Soudanais aujourd'hui, hein, dans le bois sacré, tracent ce signe pour signifier Sira, sachez que c'est en souvenir déjà d'un hiéroglyphe qui lui existe. C'est lui que je présente ici. Vous avez donc en Égypte antique le signe qui va également naturellement apparaître dans le Komo en particulier, donc c'est-à-dire l'ordre initiatique chez les Maninké et les Bambara.